Connaissez-vous les Danganronpa? Danganronpa, c'est une série de jeux de Spike Chunsoft, des visual novels au style animesque très déjanté, dont le principe tient en quelques lignes. 16 adolescents se retrouvent enfermés dans un lieu par un nounours démoniaque du nom de Monokuma, qui leur dit qu'ils ne pourront partir qu'à une seule condition. Si l'un d'eux en tue un autre sans se faire prendre, celui-ci pourra sortir d'ici et les autres seront exécutés. Sinon, c'est le tueur qui sera exécuté. Nous allons donc entrer dans la peau d'un de ces adolescents, en général le plus ordinaire de ceux-ci, et vivre notre petite vie en attendant inexorablement qu'un meurtre se produise. Meurtre dont il faudra ensuite qu'on détermine le coupable pour éviter de mourir. Oui, c'est très glauque, mais c'est également une série très intéressante avec des personnages très hauts en couleur et un humour absurde et déjanté qui n'a d'égal que l'horreur psychologique de la situation qui peut amener certains des personnages à des actes qu'ils n'auraient pourtant jamais envisagés en temps normal. Une très belle exploration des différentes façons dont les gens peuvent réagir à ce genre de situation extrême en soi. Il y a plusieurs jeux Danganronpa, ainsi qu'un animé qui conclut plus ou moins bien l'intrigue lancée dans les 2-3 premiers jeux, mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le troisième et dernier de la série principale. En effet, je suis une grande fada des thèmes de la vérité et du mensonge, de où s'arrête un mensonge et commence une vérité, des moments où des mensonges arrivent à mieux représenter la réalité que la vérité, bref, pourquoi vous croyez que je passe ma vie à dessiner des fées, créatures connues comme manipulatrices et du genre à tromper les gens alors que pourtant elles sont incapables de mentir. Et le truc, c'est que ce thème du mensonge est le thème principal de New Danganronpa V3, et c'est ce qu'on va analyser tout de suite. Générique. New Danganronpa V3 est un peu à part au niveau de la série des Danganronpa. Sorti en 2017, 7 ans après le premier jeu, il est le tout premier à ne pas se baser sur un univers commun. En effet, Danganronpa 1 et 2 sont liés. Le spin-off, Ultra Despair Girls, se déroule également dans le même univers et nous fait même jouer la sœur de Makoto, le protagoniste du premier jeu. Et l'anime réunit un peu ces trois œuvres vidéoludiques pour leur donner du contexte et une conclusion, qu'elles nous conviennent ou pas. Et je tiens à annoncer maintenant qu'il va y avoir de vilains spoilers dans cette vidéo. Certains pour le premier jeu et même le second, mais la grande majorité pour le dernier. Dans toute cette saga, le thème est assez clair, il est dit noir sur blanc, à tout bout de champ, il s'agit du désespoir. Et de son contraire, l'espoir. L'antagoniste est une junkie du désespoir complètement starbée, qui considère que plonger le monde dans le plus gros désespoir est la plus belle preuve d'amour possible, et donc elle cause l'apocalypse. Je vous skip les détails, c'est très absurde, mais ils arrivent à faire en sorte que ça marche, étrangement. Et nos deux premiers protagonistes représentent l'espoir à leur façon chacun. Makoto en étant le plus extraordinaire des petits bouts de chou à la crème à qui je veux faire des putains de câlins, et Hajime de façon beaucoup plus ironique par rapport à son passé. Et oui, ils ont tous les deux une mèche bizarre sur le haut du crâne, je le signale, c'est important, cette mèche représente le protagoniste. Ceci n'est pas une blague, on remarque d'ailleurs que Komaru n'en a pas quand elle est juste une photo dans le premier jeu, et il y en a une quand elle devient la protagoniste de son propre jeu. Bref, tout ça pour dire que l'histoire de l'espoir et du désespoir, c'est terminé après tout ça. Le nouveau jeu partira sur de nouvelles bases, n'aura aucun point commun par Monokuma, et cette fois, le thème sera le mensonge. Quelque chose de rendu infiniment évident dès les toutes premières secondes. Enfin, en tout cas en New Game Plus. En effet, si on ne s'en rend pas forcément compte la première fois qu'on y joue, New Danganronpa V3 commence avec un mensonge. Nous commençons le jeu aux commandes de Kaede Akamatsu, la lycéenne la plus accro de piano du monde. Très clairement, c'est notre protagoniste, elle a la Hoge, la mèche du protagoniste, elle devient très vite amie avec quelqu'un d'un peu louche comme Makoto et Hajime, bref, le jeu nous balance immédiatement tout ce à quoi les jeux précédents nous ont habitués. En effet, dans le premier jeu, Makoto forme immédiatement un lien très fort avec Sayaka Maizono, qui nous est aussitôt hypée comme la deutéragoniste du jeu, et qui va en fait être la première victime. Et comme on finit par le découvrir, la première traîtresse puisque c'est elle qui a tenté de tuer quelqu'un en premier. Dans le deuxième jeu, c'est avec Nagito que Hajime se lie aussitôt d'amitié, sauf que le concerné est également le premier à tenter de commettre un meurtre. Tout ça pour échouer et que le meurtre commis soit un autre, même si cet acte centre immédiatement Nagito comme antagoniste principal du jeu. Et ici, Kaede devient immédiatement ami avec Shuichi, qui commence très vite à avoir l'air louche au cours de la première enquête du jeu. Mais le jeu nous ment sur des tas d'aspects, et quand on y regarde, on se rend compte qu'en effet, il y a des tas de trucs qui ne sont pas comme d'habitude. Déjà, Kaede n'est pas la seule à avoir cette fameuse Aoge. On remarque notamment Rantaro qui en a deux. Et oui, ce petit détail à la con a son importance aussi. Il y a également toute l'intro où on voit les personnages agir de façon totalement différente de ce qui est ensuite montré en jeu. La façon dont tout semble extrêmement chorégraphié, avec Kaede et Shuichi qui se retrouvent dans la même classe, avec des positions très particulières qui se répètent, leurs réactions différentes, etc.
Finalement, la vraie première personne qu'il rencontre sans que ce soit orchestré est Tsumugi, ce qui est intéressant pour des raisons. Mais le fait est que de toute façon, tout ce début est un immense mensonge. Kaede n'est pas notre protagoniste. Kaede est la première coupable et elle se fait exécuter au cours d'un procès qui retourne tout ce qu'on pensait avoir interprété du jeu. Nous passons alors du point de vue de Shuichi qui retire sa casquette et son arrogué de protagoniste est presque comique quand elle ressort. Mais c'est bon, je veux dire, la première personne qu'il a rencontrée, Kaede, a été également la première à essayer de commettre un meurtre. Message passé, c'est lui le vrai protagoniste, pas vrai? Absolument pas. Ah oui, c'est en effet le personnage que l'on va jouer jusqu'à la fin du jeu. Mais Shuichi n'est pas le protagoniste de Danganronpa V3 dans le sens des jeux précédents. Et par ça, je veux dire que tous les Danganronpa suivent une formule et que celle-ci est parfaitement volontaire, et même mise en relief au cours des révélations de fin. En effet, on remarque qu'il y a toujours les mêmes archétypes. Il y a le gentil géant intense, mais vraiment sympa en fin de compte. Il y a le personnage avec un design non traditionnel qui va crever avant la moitié du jeu. Il y a la fille dark mystérieuse. Il y a le personnage qui est défini par un unique trait de personnalité et une passion folle pour un sport, mais qui est sympathique malgré tout. Il y a le Shota. Il y a le personnage dont on ignore le talent. Et il y a le trio des personnages principaux. Un protagoniste vanilla comme tout, fait pour qu'on s'identifie à lui, et qui donc n'a pas trop de traits qui ressortent à part sa capacité à écouter tout le monde sans juger. Sa love interest, et son rival qui représente les thèmes principaux du jeu et qui est toujours beaucoup plus profond qu'il n'en donne l'air. C'est valable pour le trio Makoto Kyoko Byakuya, et c'est valable pour le trio Hajime Chiaki Nagito. Si Shuichi peut donner l'impression de correspondre à ce protagoniste peu original, on constate que le reste de son trio n'a rien à voir. Ni Maki ni Kaito ne sont ses love interests ou ses rivaux, malgré les grands discours de Kaito. C'est juste un groupe de potes, un peu comme Hina et Sakura dans le premier jeu, ou bien comme Mahiru et Hiyoko dans le second. On pourrait se dire que c'est parce qu'ils ont voulu changer la recette, et oui, en soi, on peut dire ça. Dans le sens qu'en effet, le jeu ne nous a pas donné le personnage principal de l'histoire à jouer. Comme on le découvre dans les révélations de fin, cette histoire est en réalité une télé-réalité en réalité augmentée. Aucune idée de si ça veut dire qu'ils sont dans une simulation comme dans le 2 ou pas. En tout cas, chacun joue un rôle et cette saison, ils ont voulu essayer quelque chose de nouveau. Un protagoniste que l'audience pourrait manipuler. En clair, tandis que le joueur contrôle Shuichi, l'audience, celle pour qui on raconte cette histoire au même titre qu'on nous l'a raconté dans les deux premiers jeux, avait Kibo comme protagoniste. Regardez, c'est la super Baroge qui joue un rôle dans le scénario. Or, Kibo avait un rapport privilégié avec Miu, qui d'ailleurs est un des personnages qui continue le plus d'influer sur le scénario même après sa mort. Et qui était la première personne que Kibo a rencontrée, si on en suit la logique des gens louches que j'ai énoncé plus tôt? Kokichi Oma. Le rival du jeu est celui que l'histoire s'amuse à nous présenter comme l'antagoniste principal, mais qui s'avère être infiniment plus complexe et fascinant que ça. Et qui est de loin le personnage le plus intéressant du jeu, mais on entrera en détail sur lui plus tard puisque, comme les vidéos précédentes, il est l'incarnation de ce thème du jeu, le thème du mensonge. Mais pour poursuivre avec les mensonges du format, car il y a encore un peu à dire à ce sujet, on peut aussi parler de ce que Shuichi peut faire qu'aucun autre protagoniste ne peut faire, un peu comme un autre indice qu'il n'est pas le vrai protagoniste. Il peut mentir. Néanmoins, ce qui est amusant, c'est que ce n'est jamais obligatoire. Les backroutes, à ne pas confondre avec les backrooms, permettent de faire avancer le scénario d'une façon alternative, mais ne changent pas tant que ça, puisqu'on peut aussi faire avancer le scénario en cherchant la vérité naturellement. D'ailleurs, plus d'une fois, Kokichi, la fameuse incarnation du thème du jeu, n'hésite pas à nous faire comprendre à quel point il nous a captés, et il se fout même de notre poire lorsqu'on le fait, comme si le jeu trouvait très drôle qu'on essaye à ce point d'entrer dans un rôle qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le rôle d'un protagoniste de Danganronpa de mentir, mais d'un autre côté, nous ne sommes pas vraiment le protagoniste. Enfin, je voudrais parler de l'ultime mensonge du jeu, celui de la toute fin. En général, dans les Danganronpa, toutes les révélations qu'on obtient sont véridiques, parce que c'est cette vérité qui est atroce. Or, dans V3, ce n'est pas le cas. Comme on l'apprend à la fin, tous ces souvenirs nous sont implantés pour réaliser un scénario qui s'avère monté de toutes pièces. Et même ce en quoi on savait qu'on pouvait avoir confiance jusqu'ici s'avère un mensonge. De plus, les révélations de fin sont en général véridiques aussi, car c'est ça qui les rend si horribles. Que ce soit se rendre compte que c'est l'apocalypse dehors, ou que vous êtes responsable de l'apocalypse en question. En revanche, toute la fin de New Danganronpa V3 est un immense mensonge de la part de Tsumugi. C'est quelque chose que l'on découvre quand on prête attention à littéralement ses tout derniers mots juste avant la cinématique ultime. Et en effet, quand on fait attention à ce qui se passe dans le prologue la première fois, pas mal de répliques, comme celle de Rantaro en particulier, sous-entendent que ce qui se passe n'est pas normal. Et comme on le découvre, Rantaro a survécu à la saison précédente de Danganronpa. C'est un double protagoniste, c'est pour ça les mèches. Mais surtout, il est donc le mieux placé pour se rendre compte que la façon dont se déroulent les choses n'est pas la façon dont elles se déroulent normalement dans cette série. De même, toute cette histoire de Cospox de Tsumugi, si extrêmement drôle et absurde, fait qu'elle est
littéralement incapable de cosplayer une personne qui existe réellement sans se retrouver couverte de plaques roses. Or, durant sa révélation de fin, elle fait remarquer qu'elle a transformé les participants en personnages fictifs pour sa série. Donc elle devrait pouvoir se cosplayer en Kaede au début sans problème. En fin de compte, même lorsqu'on pense avoir révélé tous les mystères du jeu, on réalise qu'il y a encore plus de mensonges au cœur des mensonges et que c'est à nous de faire notre propre interprétation des faits. Maintenant qu'on a bien dégrossi les mensonges au cœur du format de V3, qui reprend toutes les recettes des jeux d'avant et joue sur nos attentes pour nous empêcher de voir les mensonges venir, parlons des mensonges des personnages. Car il n'y a aucun doute qu'il s'agit du cast le plus malhonnête de la série, et que c'est très approprié. Non. On va terminer par le plus gros morceau, ok? Bien. Commençons donc plutôt par Kaede. Comme je disais, Kaede commence avec un mensonge. Je suis la protagoniste de cette histoire. Mais là où sa malhonnêteté est intéressante, c'est plutôt au niveau du procès. En effet, Kaede est la première tueuse. Et elle le sait parfaitement. Mais plutôt que d'accepter l'avantage du premier sang, qui lui aurait permis de partir sans autre conséquence, elle décide de passer par le procès tout en sachant qu'elle risque d'en mourir et ne révèle pas ce qu'elle sait avant la toute fin lorsqu'elle se rend compte qu'ils ne pourront rien tirer de plus. En effet, ce n'est pas pour tuer le reste de la classe ni rien du genre que Kaede a décidé de participer au procès. C'était pour trouver autant d'indices que possible quant à l'identité de la personne qui les a enfermés ici. On constate déjà ici, pour la première fois, l'utilisation d'un mensonge non pas pour nuire, mais pour aider. Un mensonge désintéressé, qui met en danger la personne qui ment, mais pas les autres. Et ce sera loin d'être la dernière fois qu'il y en aura de ce genre dans le jeu. Il est en revanche bien mis en parallèle avec un autre mensonge qui a eu à ce moment-là, et qui est opposé à celui de Kaede. En effet, Kaede n'est pas la tueuse. Elle pense l'être, mais en réalité, elle n'a pas touché Rantaro avec sa Rube Goldberg machine. C'est Tsumugi, la mastermind, qui a tué celui-ci, et prétendu que la machine de Kaede avait fonctionné pour pouvoir enfin lancer son jeu comme prévu. Cela signifie que le jeu entier, tout compte fait, est basé sur un mensonge. Vu comme ça, il est logique que nos personnages passent leur temps à mentir. Dans la catégorie des mensonges altruistes, on a Kaito qui cache sa maladie mortelle aussi longtemps que possible pour ne pas inquiéter les autres. Ou bien... Oui, on va parler de toi, t'inquiète, on a beaucoup à dire. Mais bien sûr, même en dehors de Tsumugi, qui fait condamner une innocente, plutôt que de respecter ses règles, tous les mensonges ne sont pas altruistes. Maki cache son talent, tout de même particulièrement dangereux, pour des raisons purement égoïstes. Angie n'hésite pas à changer sa version des faits en fonction de ce qui l'arrange le plus. Kirumi donne l'illusion d'avoir caché son identité pour que les autres ne se sentent pas coupables, mais c'est juste une illusion pour se donner l'air altruiste afin qu'ils en viennent à la prendre pour une meilleure personne qu'elle ne l'est et ne se sacrifient pour elle. Même Shuichi, si certains de ses mensonges ont de bonnes intentions, il va parfois mentir juste pour essayer de piéger quelqu'un et abuser de la confiance que les autres ont envers lui, juste pour porter une accusation qu'il sait pourtant fausse. Quant à... Bon allez, trêve de remplissage. Parlons du plus grand menteur et mensonge du jeu, Kokichi Oma. Assez impressionnant quand notre méchante principale, la cosplayeuse ultime, ment du début à la fin et s'amuse à prétendre être d'autres personnes, mais Tsumugi n'est pas la plus grande menteuse de notre petite histoire. Il s'agit de Kokichi Oma. Le personnage qui fera ou brisera le jeu pour vous. C'est à la fois le personnage le plus populaire et le plus détesté du jeu. C'est de très loin mon préféré et il est la raison pour laquelle V3 est le jeu qui m'a le plus marqué de la franchise, mais ça ne change en rien que c'est un trou du cul. Cependant, commençons un peu à expliquer le personnage. Kokichi ment éhontément. C'est assumé, c'est condamné, les personnages s'en plaignent et le shame régulièrement, mais avant de parler de ces mensonges au niveau du scénario, j'aimerais reparler un chouïa du format. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Kokichi est le rival du jeu, que ce soit en tant que membre du véritable trio principal avec Kibo, ou avec Shuichi, car ses mensonges semblent s'opposer à la vérité que recherche le détective. Sauf que comme je l'ai déjà établi, Shuichi est un vilain menteur, et n'est pas le seul. Donc ça c'est ironique que seuls les mensonges de Kokichi soient condamnés, mais passons. Ce que je voulais vous montrer, c'était ses sprites. Si vous n'avez jamais joué à Danganronpa, vous ne remarquerez sans doute rien de particulier. Mais si vous avez joué aux deux... Et oui, un bon nombre des sprites de Kokichi sont très clairement inspirés de Chiaki, la love interest du deuxième jeu. Curieux, après tout, n'est-il pas le rival? Si, bien sûr. Je suis peut-être très fort au Mota, mais j'ai bien conscience qu'à part peut-être pour Shuichi, qui est de toute façon fait pour pouvoir être shippé avec tout le monde, il n'y a rien de romantique entre lui et qui que ce soit. Mais le fait est que quand on observe les événements, on constate qu'en effet, Kokichi accomplit le même genre de rôle que Chiaki. Il unit le groupe contre lui. Chiaki a uni le groupe autour d'elle et d'Hajime, mais Kokichi les a unis contre lui, en jouant les méchants et en mentant encore et encore pour qu'ils aient un ennemi commun. Et plus encore, comme on le découvre après sa mort, Kokichi avait en réalité un rôle
extrêmement similaire à l'autre Love Interest, celle du tout premier jeu, Kyoko Kirigiri. Kyoko passe le premier jeu à explorer l'académie Hope's Peak dans tous les sens, à éluder Junko en attirant son attention ailleurs, etc., pendant qu'elle étudiait tout ce qu'elle pouvait pour déterminer ce qui se passait et leur situation. C'est elle qui résout l'immense majorité des mystères. Eh bien, Kokichi fait exactement pareil. Il explore les environs au point d'avoir trouvé le laboratoire de Rantaro bien avant qu'on atteigne ce niveau, d'avoir atteint des zones inaccessibles, d'avoir compris qu'on était espionné par des caméras microscopiques, et même d'avoir demandé à Mew d'inventer un aspirateur à insectes pour pouvoir agir sans se faire voir. Nous avons donc de base un personnage qu'on place dans le rôle d'un des deux membres du trio principal, et qui à la place effectue le rôle d'un autre membre de ce trio. Mais bien entendu, comme pour chaque personnage connu pour ses mensonges, le plus intéressant chez Kokichi, c'est quand il ne ment pas. Kokichi dit la vérité bien plus souvent qu'il n'en donne l'impression, mais il y a deux moments particuliers où il dit la vérité et où ça ressort pour moi. La première, c'est, dans la grande tradition de Danganronpa, quand cette vérité fait particulièrement mal. Par exemple, lorsqu'il révèle que Gonta est l'assassin du 4e meurtre. C'est une vérité que personne ne veut croire, une vérité que personne ne veut avaler, mais il dit la vérité et il la détaille. La 4e affaire est très particulière et Kokichi agit de manière assez étrange tout le long de celle-ci, ce qui peut sans doute s'expliquer au fait qu'il soit à ce moment le seul à avoir traversé le passage jusqu'à la sortie, et ainsi à avoir découvert le secret au bout de celui-ci. Un secret si violent qu'il en conduit pratiquement tous nos personnages à un profond désespoir. Si plus tard il en arrive à la conclusion qu'il doit y avoir une couille dans le pâté et décide à la place de l'utiliser pour mettre fin au jeu, nul doute qu'à ce moment il y croyait dur comme fer, et que son agacement durant cette affaire est dû au fait qu'il pensait sincèrement que son partenaire, la seule personne en qui il avait confiance, était en train de le trahir. Il y a énormément à dire sur la relation entre Gonta et Kokichi, mais on s'en tiendra au fait que ceux qui pensent que Gonta n'est qu'une victime qui se fait manipuler par Kokichi sous-estiment grandement l'intelligence de ce personnage qui est parfaitement au fait de chacun des plans de Kokichi et choisit toujours délibérément de l'aider. D'ailleurs, dans le chapitre 2, aller leur rendre visite montre qu'ils sont en train de débattre d'une façon de mettre le plan de Kokichi à exécution, et que s'il se retourne contre lui à la fin, ce n'est pas parce qu'il n'était pas d'accord avec le plan, mais parce qu'il veut se venger du mensonge de Kokichi quant à son amour des insectes. Mais bref, Kokichi dit la vérité quand celle-ci fait mal, quand elle est dangereuse et horrible. En ce sens, il peut rappeler un peu Béatrice dans Umineko ni Naku Koroni, avec ses vérités en rouge. Il me rappelle Béatrice sur un autre aspect, mais on y reviendra plus tard. L'autre situation dans laquelle Kokichi va dire la vérité est plus ironique, car c'est quand on lui reproche de mentir. C'est quelque chose qui est assez frappant lorsqu'on a fini le jeu et déterminé que ce mec est littéralement juste un clown qui déteste la violence. Chaque fois que nos personnages reprochent à Kokichi de mentir lorsque celui-ci dit quelque chose d'assez profond ou d'empli d'émotions, il y a en réalité de grandes chances qu'il soit parfaitement sincère. Et il décide d'en jouer. Après tout, personne ne lui fait confiance, ça signifie qu'il peut manipuler la situation comme ça l'arrange, et il le fait effectivement pendant la majeure partie du jeu. Et le groupe est incroyablement mauvais pour déterminer ses mensonges et ses vérités, comme on le voit régulièrement. Pour le groupe, et par extension pour le joueur qui se laisse emporter et ne se pose pas de questions, Kokichi dit la vérité quand c'est horrible et ment le reste du temps. Ils le croient donc tous quand il affirme trouver ce jeu de mort amusant, alors que c'est un mensonge évident, comme il le fait remarquer à Kaito quand il est au bord de la mort. De ce point de vue-là, bien sûr que nos personnages lui reprocheront de mentir chaque fois qu'il fait preuve d'humanité. Aucun d'entre eux ne pense un instant qu'il ment lorsqu'il affirme être le mastermind qui a tout manipulé, alors que c'est une révélation qui n'a aucun sens après les événements des épisodes précédents. Donc bien sûr que par contre, aucun ne le croit quand il dit considérer le groupe comme des amis à qui il tient. Tout le long du jeu, il y a une lente déshumanisation de Kokichi qui est assez horrifiante quand on l'observe, car en réalité, elle représente un motif assez effrayant dans ce jeu, à savoir qu'on humanise plus les coupables que les victimes. L'exception est Korekiyo, bien sûr, mais à part ça, Kaede est pleuré par tout le groupe, mais Rantaro est oublié aussi sec. On encourage Kirumi à fuir et survivre alors qu'elle a tué Ryoma de sang-froid et tenté de convaincre le reste du groupe de mourir pour elle. Ryoma sera d'ailleurs également rapidement oublié. On montre à quel point Gonta était un bébou qui n'aurait dans d'autres circonstances pas fait de mal à une mouche, mais Mew qui s'en soucie. Comme on le découvre dans les derniers chapitres, Kokichi a une profonde aversion de la violence et de la mort. Pourquoi aurait-il fait confiance à un tel groupe? Et pourtant, en se faisant passer pour le méchant jusqu'au dernier moment avec son plan avec Kaito, il leur donne le mensonge le plus altruiste qui soit, en leur permettant de continuer à le haïr pour donner un sens à leur vie, alors qu'il n'est responsable d'aucun des crimes dont on l'accuse. Enfin, en tout cas, il savait qu'il pouvait compter sur cette tendance pour que son assassin soit vu comme la véritable victime plutôt que lui. Et en effet, le groupe agit comme si Kokichi avait forcé Kaito à le tuer, alors que dans les faits, c'est Maki qui a attaqué Kokichi sans bonne raison, et c'est pour la sauver, elle, que Kaito a décidé d'agir et de suivre le plan de celui-ci. Kokichi est la victime dans cette affaire, mais ça n'entre pas dans leur logique de déshumanisation.
Ce qu'ils apprennent sur l'incarnation du mensonge ne correspond pas à cette image qui se font de lui, donc ils refusent de l'accepter. Et ce sont ces soi-disant mensonges qui sont à la source de cette déshumanisation. Ce qui est ironique quand son assassin et partner in crime, Kaito, est possiblement l'autre plus grand menteur du jeu. Entre la façon dont il cache sa maladie et ses free time events qui puent les histoires à plein nez, Kaito passe sa vie à mentir, soyons honnêtes. Mais quand c'est lui, curieusement, ça passe. Je veux dire, il passe sa 5e affaire à se faire passer pour Kokichi et il y arrive sans problème. Et ça en dit long sur sa capacité à jouer la comédie et à mentir à ses amis. Même Kokichi n'a pas joué un tel rôle en continu aussi longtemps. En fin de compte, c'est seulement durant l'ultime chapitre, quand nos héros découvrent que Kokichi n'était pas du tout ce qu'ils imaginaient, entre ses enquêtes, les indices qu'il leur a laissés, son passé et tout ce qu'il a fait pour eux sans qu'ils ne s'en rendent compte, que celui-ci commence légèrement à être humanisé. Comme s'il avait fallu écarter tous ces mensonges pour apercevoir l'être humain derrière. Et surtout s'apercevoir que ces mensonges n'étaient pas du tout ce que eux pensaient être des mensonges. Au contraire, ce qu'ils avaient pris pour argent comptant était faux, et ce qu'ils avaient présumé être des mensonges était la vérité. Nos héros se fourvoyaient sur toute la ligne, quelque chose qui est honnêtement parfaitement possible à deviner quand on fait attention au texte, mais qui reste un joli retournement de cerveau qui a peu de chance de vous venir en tête la première fois que vous jouerez au jeu. Après tout, exactement comme avec Béatrice, je vous avais dit qu'on y reviendrait, on finit par se rendre compte que tous les actes de Kokichi n'ont de sens que s'ils ont été réalisés par amour pour ses camarades. Et cela retourne instantanément tout ce qu'on imagine comme étant ses vérités et ses mensonges. Kokichi est à l'image du jeu entier. Mensonge après mensonge après mensonge. Mais la réalité est pourtant si claire que lorsqu'on la comprend, on se rend compte qu'elle nous regardait en face depuis le début. Et c'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur personnage du jeu, et potentiellement de la franchise. Voici un petit résumé de la façon dont les mensonges sont utilisés dans New Danganronpa V3. Que ce soit dans la forme et l'histoire ou dans les personnages, et tout particulièrement Kokichi, c'est un thème omniprésent et utilisé de tellement de façons différentes que je ne peux qu'être aux anges quand j'y réfléchis. Le jeu a été conçu autour de ce thème, et c'est en plongeant dans celui-ci qu'il prend tout son sens. En tout cas, j'espère que cette analyse rapide de ce thème dont on pourrait encore parler des heures vous a plu. On se retrouve dans un prochain Ça m'a marqué, qui sautera peut-être un mois. Le Ça m'a marqué de juillet risque de me prendre énormément de temps, donc je préfère prévenir qu'il se peut qu'on saute juin. En tout cas, encore merci à vous d'avoir regardé, n'oubliez pas les commentaires, pouces bleus, etc. Et n'oubliez pas non plus que mes vidéos sont disponibles en avance pour les gens qui s'abonnent à mon Patreon. Des bisous et à bientôt!